Bonjour et bienvenue à vous tous à ce rendez-vous hebdomadaire 45 minutes chrono de l'association du paiement. Je suis Sophia Briouel et aujourd'hui, nous allons parler de la reprise de l'activité touristique et loisirs cet été en France et de comment justement le cashless contribue à renforcer les gestes barrières et à rassurer les Français. Alors pour ce sujet, nous recevons un expert du cashless, Bertrand Sylvestre Doncheval, CEO et fondateur de la société Payintech, qui est une société française dont le métier justement est la gestion du point de vente avec la technologie cashless. Alors, il y a une question en général de cette chronique qui est une question rituelle. On demande d'abord comment est-ce que tu vas, Bertrand, comment vont tes proches, pardon, et comment se portent tes équipes. Et merci Sophia, merci d'avoir brillamment organisé du coup cette visioconférence. Moi en ce moment je suis à Perpignan puisque ma famille et mon fils habitent là-bas et du coup je suis en télétravail. Et puis je suis repassé à Paris début juin là 2 fois. Ça ne m'avait pas trop manqué, donc du coup je suis plutôt heureux ici à Perpignan. Mais concernant nos proches, tout le monde va bien. Et puis concernant l'entreprise, là, on commence depuis un mois à avoir un élan de reprise sur nos différents secteurs, donc on est plutôt ravis. Pareil pour nos secteurs et nos clients, parce que la période qu'on a passée était quand même assez compliquée. Voilà en gros. Alors justement, en tant que CEO, comment as-tu géré la période là, de pandémie, donc pré, post, au sein de Paytech, en termes de business d'abord, mais aussi avec tes collaborateurs sur la partie effectivement psychosociologique. Comment as-tu géré cette partie-là? Ouais, alors en gros, nous, pour présenter brièvement Payintech, on s'adresse à 4 secteurs: le tourisme, les loisirs, le sport et l'événementiel. Donc autant dire que c'est 4 secteurs où on cherche de la proximité sociale. Si on va au stade, c'est parce qu'on préfère aller au stade que regarder un match devant la télé. Si on va au festival, c'est parce qu'on préfère un concert en vrai qu'un concert sur Arte ou autre. Donc on est vraiment pile dans les secteurs où une pandémie est très très impactante pour l'activité. Nous, je dirais que c'est à partir du 15 février. On a vraiment eu la crise commençait, mais elle commençait pas doucement. En fait, c'est d'un coup on a eu un certain nombre de prospects événementiels qui ont commencé du coup à retarder les signatures, puis nous indiquer que l'événement allait probablement être annulé. On a eu ensuite, à partir de début mars, la fermeture des stades. Donc il y a des matchs qui ont continué à être joués, ils ont été joués à huis clos. Donc là, c'est pareil, sur les nouveaux clients, nouveaux prospects, ça met un stop assez conséquent. Et sur les clients actuels, ça met également pas mal de difficultés. Et puis pour la saison d'été, donc on équipe surtout des campings, des parcs d'attractions, des resorts. Là, je dirais qu'à partir de, un peu pareil, ouais, à partir de mi-mars, on était un peu à un niveau zéro, on va dire, silence radio complet, ou quand vous appelez je pense que ça a été assez dur pour nos commerciaux, où finalement, là, pendant 3 mois, vous vous rendez compte que vous appelez des gens, mais en fait, ils ont beaucoup, beaucoup d'autres sujets à gérer. Et surtout, ils vous disent, je suis même pas sûr d'ouvrir. Certains vous disent, je suis même pas sûr d'être là, en gros, d'ici 3 4 mois, quoi. Peut-être j'aurais mis la clé sous la porte. Donc ouais, ça a été plutôt compliqué. Donc nous, au niveau mesure, on est à partir du 20 mars, on a mis tout le monde au chômage partiel à 80%. Donc on travaille un jour par semaine et on a commencé à reprendre. Là, on a remonté les équipes entre 2 et 3 jours à partir de début juin. Donc on a essayé au maximum de préserver la trésorerie. On a utilisé les différents dispositifs de décalage de charge, de PGE et autres. Et voilà, donc c'était dur, mais on voit le bout du tunnel. Donc on est plutôt content. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas forcément eu de demande de déploiement durant la période de confinement. Est-ce qu'on peut dire que le marché finalement du cashless a bien baissé en France avec tout ce que tu nous dis? Les installations cashless étaient quasi inexistantes, si je comprends bien la pendant la Ouais, période. voilà. Alors c'est au-delà du marché du cashless. On peut dire plutôt que je pense que le marché de l'événementiel, il a dû baisser peut-être sur l'année 2020. Je pense qu'il y aura 20 à 30% d'événements qui vont réellement avoir lieu. Et en plus, ça sera des petits puisque c'est assez polarisé sur juin, juillet, août. Sur le marché du sport, des stades et des enceintes sportives, on va avoir, à mon avis, là, on a eu 2 3 mois de matchs à huis clos. Je pense que la saison, elle va reprendre un peu en retard et les stades vont rester à huis clos peut-être en septembre et jusqu'à octobre. Et puis après, sur le reste, les campings, les resorts, les parcs, tout ce qui est loisirs et tourisme. Là, il y a un vrai enjeu et qui est encore en discussion chez certains de nos clients et dans le marché en général, c'est de se dire,
Bon, est-ce que si j'ouvre avec toutes les mesures que je dois mettre en place, le fait que, par exemple, à la piscine, il faut que je me fasse des nœuds au cerveau pour séparer les gens, il faut que je trouve des salariés qui sont d'accord pour avoir un masque toute la journée, pour travailler derrière du plexiglas, etc. Il y a peut-être une partie du marché qui va se dire bon, ben, je préfère fermer, enfin, laisser les rideaux fermés et puis voir laisser passer une saison. Ça me coûtera peut-être moins d'argent de faire ça que du coup d'ouvrir réellement. Donc c'est plutôt impacté. Après, je pense que ça va probablement faire une belle année 2020, puisque les gens auront, on va dire, ce manque d'événements, ce manque de concerts, ce manque de matchs va peut-être du coup se répercuter. On espère que ce que les gens ils auront économisé pendant le confinement sera peut-être redépensé par la suite. On l'espère en tout cas. Donc les secteurs, finalement, le secteur le plus touché, si je comprends bien, c'est vraiment l'événementiel. Ouais, c'est l'événementiel et pour nous, en fait, alors les secteurs pour démarrer, on a eu à partir du mois de mai, on a eu des demandes. Par exemple, on a un très gros stade en Espagne avec qui on a pas mal avancé sur un dossier qu'il a fait pour la Ligue de football, où en gros, il s'est dit, bah, il faut que je présente voilà, un dossier avec des gestes barrières à tout niveau. Donc, il y a plusieurs points importants. Il y a le parking, les entrées. Bon, tout ça, c'est pas côté Payntech. Mais il y a un point important, c'est les points de vente, parce qu'en fait, à la mi-temps, les gens s'agglutinent pendant un quart d'heure avant le match et puis un quart d'heure à la mi-temps pour du coup prendre une consommation ou de la nourriture ou des boissons. Donc on a pas mal bossé avec lui sur un dossier donc, qui est toujours en cours. On a eu pas mal de campings qui nous ont dit, voilà, on a vu que dans certaines chartes de nos syndicats, dans les accords qui ont été conclus avec le gouvernement, on doit mettre à tous les niveaux des gestes barrières, puisqu'il ne s'agit pas de faire venir des gens qui attrapent le Covid en vacances et qui le ramènent, parce que là, il y aura un déploiement exponentiel de la maladie si du coup chaque touriste de chaque région amène tout ça. Donc on a commencé à partir du 15 mai à, à finalement avoir des opportunités business qui étaient liées au Covid. Les gens se sont dit, bah, effectivement, il faut qu'on... C'est un peu dans la même veine que finalement le développement du paiement sans contact, le relèvement du plafond à 50 euros pour tout un ensemble de commerçants. Nous, sur nos commerçants précis dans le loisir, tourisme et sport, il y a vraiment cet enjeu qui devient presque obligatoire. Tout à fait. Alors justement, comment s'organisent maintenant les points de vente dans le domaine du tourisme et loisirs à partir du fait que voilà, il y a une petite reprise timide et surtout qu'il y a des consignes sanitaires, comme tu l'as dit à juste titre, gouvernementales. Oui, exactement. Alors, par exemple, donc, si on reste sur le créneau vacances sur l'été, les deux, trois points où il y a une forte proximité sociale, c'est l'arrivée le samedi, donc au niveau du parking, des entrées. Alors là, il y a on en reparlera plus tard, mais là, on peut faire une technologie simple, c'est de la reconnaissance d'immatriculation, et au lieu de mettre des gens à l'accueil qui sont dans un flot de personnes, on peut avoir des solutions technologiques qui sont pas trop mal. Il y a le sujet piscine sur lequel c'est pas notre métier, j'ai pas de solution. Et le troisième gros point où il y a beaucoup de monde, c'est au niveau des bars, des restaurants, du snack de la piscine et autres. Où là, il y a un vrai enjeu pour les campings de se dire, alors j'ai des gens qui sont généralement en maillot de bain, qui sont pas forcément en capacité de paiement avec une carte bancaire ou autre. Le cashless, ça m'intéressait pour différentes raisons. Là, ça m'intéresse encore plus parce que du coup, je ne peux pas me permettre de dire à mes collaborateurs de gérer des quantités de pièces de monnaie qui vont être échangées avec un certain nombre de bactéries, comme on le sait, qui survivent sur tout ça. Il y a également une seconde chose, c'est qu'il y a pas mal de collaborateurs dans les campings. On va être plutôt sur des saisonniers qui, eux, je pense, sont disponibles pour venir retravailler, mais par contre, il faut que ce soit dans des conditions qui soient vraiment correctes parce que, en fait, chaque semaine, vous avez des Français qui viennent de toute région, avec qui vous êtes quand même proches. Donc, on sera plutôt sur des points de vente avec des vitres en plexiglas, des collaborateurs qui ont des masques, et puis, du coup, des gens qui sont munis d'un bracelet, qui payeront sur un lecteur déporté avec une distanciation de 1 mètre et voilà, un vrai geste barrière, on va dire. Donc ouais, reprise quand même très timide, mais reprise tout de même, surtout dans le secteur du tourisme. À la veille des vacances scolaires, comment allez-vous accompagner vos clients dans cette reprise, dans le domaine du tourisme particulièrement? Et est-ce que vous avez une offre spécifique justement liée à cette crise et puis à, à cette reprise potentielle? Exactement, Sophia, tu devances vraiment tout. Du coup, oui, alors
dans nos métiers, quand on déploie des systèmes de paiement privatifs en utilisant des cartes ou des bracelets, il y a toujours en fait 5 semaines de fabrication et de transport. Tout est fabriqué en Chine. Maintenant, n'importe quel objet NFC, il y en a quand même, enfin, tout, on va dire 95%. Nous, quand nos clients ils achètent des cartes ou des bracelets, du coup, ça vient par bateau au lieu de venir par avion. Et du coup, vous avez à peu près 5 semaines de délai. Là, ce qu'on a souhaité faire pour les campings cet été, on s'est dit, au lieu de perdre en fait, ces 5 semaines et finalement d'avoir pas tellement de visibilité, de ne pas pouvoir ouvrir tout de suite, en fait, on a acheté des stocks de bracelets et de cartes génériques, qui ne sont pas aux couleurs du camping, mais qui fonctionnent très bien. Et puis, on s'est dit également, on avait du matériel qui était immobilisé, qu'on utilise d'habitude pour l'événementiel. Donc, on a d'un côté des bracelets qui sont génériques et de l'autre côté des terminaux qu'on utilisait pour l'événementiel. On a fait un pack voilà, avec un prix qui est très très solidaire pour du coup dire au camping, si vous voulez, en fait, en une semaine, on vous livre 2000 bracelets, 10 terminaux et vous pouvez mettre en place de manière hyper simple votre système de paiement cashless. Voilà, pour les aider aussi à la fois au niveau geste barrière, mais aussi au niveau budget, où le fait qu'ils aient perdu le mois d'avril et le mois de mai, les met pas dans des conditions de trésorerie. C'est pas la meilleure saison qu'ils vont faire en 2020. Donc une offre solidaire, une offre reprise solidaire. Techniquement, comment ça fonctionne pour une mise en œuvre rapide là, du système justement cashless que tu proposes, que vous avez sur étagère finalement? Ouais, c'est ça, ouais. Alors là, on est parti du principe pour éviter qu'il y ait de la configuration, des questions à se poser, parce que je pense que les gens de camping, ils n'ont pas le temps de faire ça maintenant. On est sur un système qui est hyper simple. C'est en gros, il va recevoir un carton avec 2000 bracelets et 10 terminaux. Les 10 terminaux, il va en prendre 3 qu'il va mettre à la réception. Ça va être 3 terminaux de rechargement. Il va en prendre 7 qu'il va mettre au snack de la piscine, à l'acrobranche, au mini-golf, à la location de planche à voile. Ces utilisateurs, ils vont tous arriver le samedi. Là, à la réception, on va leur demander, on va leur dire, en gros, il y a plus d'espèces qui circulent sur le camping. Donc, du coup, est-ce que vous voulez recharger 20, 30, 50, 100 euros? Ils rechargent au desk de préférence en carte bancaire. Ils peuvent recharger en espèces aussi, où là, du coup, la personne qui recevra les espèces sera vraiment avec des gants, etc., pour qu'il y ait le moins d'impact possible. Et puis ensuite, sur toute la semaine, les parents, les enfants, les grands-parents et autres se baladeront et profiteront de leurs vacances avec un bracelet au poignet et puis payeront d'un scan toute leur consommation. Voilà, hyper simple. Et s'il reste de l'argent à la fin, ils demandent un remboursement quand ils rentrent chez eux en inscrivant leur IBAN sur l'espace utilisateur. Et on a quelque chose qui est simple, efficace, rapide et qui est bien pour tout le monde. Merci Bertrand pour toute cette explication. Alors, le bracelet, est-ce qu'il est réutilisable comme on est en pleine crise sanitaire? Comment ça s'organise? Ouais, alors du coup, on a du coup un choix entre l'écologie et la santé. Et du coup, on va être plutôt sur la santé. Alors, chez pas mal de nos clients, les années d'avant, on avait des campings qui achetaient des très beaux bracelets, des beaux bracelets en silicone, qui récupéraient à la fin de chaque semaine, qui nettoyaient et puis du coup ils faisaient tourner leur stock et ça évitait en fait de produire des quantités de bracelets. Cette année, on ne peut pas faire ça, donc malheureusement, il va y avoir plus de bracelets produits, mais il y aura plus de gens en sécurité et donc du coup, il n'y aura pas de réutilisation possible. Dans ce contexte de crise sanitaire notamment, je vois pas mal d'avantages, mais quels sont les avantages à déployer vos solutions dans ce domaine qui est le tourisme, les campings, les resorts et les clubs de vacances? Ouais. Alors, en gros, je dirais que effectivement, c'est intéressant comme question. En fait, l'argument de l'hygiène, il existait avant, mais on ne l'a jamais vraiment utilisé parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, en B2B, en 2020, je ne suis pas sûr qu'un gérant de camping il est sensible à un sujet d'hygiène. Je pense qu'il est la sensibilité, c'est plutôt est-ce qu'en fait le prix que va me coûter ce système me fait gagner 2 fois plus, 3 fois plus, 5 fois plus. Et donc nous, on a toujours été, ça a toujours été notre argument. Donc on est en B2B, on s'adresse à des gérants de camping, de stades, de parcs et autres. Et du coup, le sujet, c'est de leur dire, en fait, vos clients, vos utilisateurs, ils vont être 100% du temps en capacité de paiement, qu'ils soient en maillot de bain, que ce soit des enfants, qu'ils soient au fin fond de la forêt où il n'y a pas de réseau et il y a un parc d'acrobranche ou autre. Donc du coup, l'idée, si vous voulez développer au maximum vos flux, il faut leur donner un moyen de paiement qui est 100% utilisable partout, dans toutes conditions. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut que ça soit facile et rapide. En fait, si l'utilisateur il doit
il a la piscine, il a envie d'une bière, et s'il doit retourner à son bungalow, faire l'aller-retour, revenir, bon, il se dit je vais attendre ce soir et j'irai boire une bière dans la ville d'à côté. Là, s'il a un bracelet avec de l'argent et qu'il a juste à tendre la main, bah, du coup, ça décuple la consommation. Donc, jusqu'à présent, notre principal argument, c'était tout simplement développer vos revenus sur place. Et en fait, à partir du moment où un utilisateur a envie d'acheter quelque chose, il ne faut pas que ça soit un frein de ne pas pouvoir utiliser le moyen de paiement pour le faire, quoi. Et dans ces contextes de tourisme, de loisirs, on est souvent voilà, dans le tourisme, on est en maillot de bain. Dans les parcs d'attractions, parfois, on n'a pas envie de faire des grands 8 avec des pièces dans la poche. C'est dangereux pour les gens qui sont en bas. Quand on est dans un stade, là, on est plutôt sur un sujet de rapidité. En fait, il y a un quart d'heure, donc s'il y a un type qui arrive avec un billet de 50 pour acheter une bière à 2,20 € et qui recompte sa monnaie, etc., c'est vraiment compliqué. Donc, du coup, là, on est plutôt sur un sujet de rapidité. Voilà, suivant les secteurs, il y a tout le temps un sujet, mais le principal sujet, c'est comment on fait gagner plus d'argent, enfin, comment on développe les revenus de nos clients sur place. Merci Bertrand. Alors, juste une question très pratico-pratique. Quels sont les délais de mise en œuvre d'un système cashless habituellement? Et puis, le délai dont tu as parlé tout à l'heure pour cette offre Solidarité Reprise que vous avez mis en œuvre? Ouais. Alors, initialement, on est sur 5 semaines parce que c'est simplement en fait le délai de production des objets NFC, donc des cartes ou des bracelets. Là, sur l'offre reprise, on va être à 4 ou 5 jours, quoi. En fait, il y a juste la signature, l'encaissement, l'expédition et puis vous pouvez démarrer, quoi. Donc, si vous avez un camping et que vous voulez ouvrir lundi prochain, c'est possible. Possible. Merci Bertrand. Alors, pour changer un peu de ce contexte un peu de crise sanitaire et justement du domaine du tourisme, quels sont selon toi les prospects du monde d'après que vous aurez ou que vous avez déjà eu là ces derniers jours, ces dernières semaines? Ouais, alors, ce qui est intéressant, les deux changements business qu'on a eu, c'est donc le premier, on en a pas mal parlé, c'est justement cet argument de l'hygiène qui arrive un peu finalement en argument premier. Avant, ça existait, mais on en parlait vraiment. Il y avait très très peu de prospects avec qui on échangeait là-dessus. Maintenant, ça devient effectivement beaucoup plus primordial. Et puis le deuxième changement business qu'on a eu, c'est on a eu un certain nombre de demandes là depuis fin mai et début juin de la part de collectivités locales sur des sujets en gros de monnaie locale pour donner du pouvoir d'achat à des populations cibles et puis développer du coup développer en fait redévelopper les revenus des commerçants locaux. Alors c'est intéressant d'ailleurs, j'ai échangé avec d'autres membres de l'association du paiement et puis avec d'autres sociétés qui sont plutôt sur ces créneaux collectivités locales. Euh, Comme on est sur des collectivités locales, ça ne va pas être du jour au lendemain, quoi. Il y aura probablement un cycle de vente un peu plus long. Mais en tout cas, c'était intéressant d'avoir voilà, ce sujet monnaie locale et ce qui en théorie économique s'appelle de l'hélicoptère money, de se dire en fait, je crée de l'argent à partir je crée des subventions, je les donne directement à mes habitants qui vont les dépenser directement dans les commerces, quoi, pour essayer de refaire démarrer l'économie locale. C'est un vrai sujet porté par plusieurs députés, donc l'hélicoptère money. Alors justement, est-ce que tu penses que l'hélicoptère money au format cashless pourrait être une solution à mettre en œuvre? Oui, alors du coup, il y a plusieurs moyens. Le moyen, je dirais, le moyen le plus simple et le moins technologique, c'est du coup de passer par des chèques en version papier, un peu comme si on pourrait être sur je sais pas, des chèques vacances ou des chèques de subvention. Et alors là, il y a beaucoup de logistique, d'opérations et autres. Euh, L'autre moyen, ça pourrait être de virer l'argent directement sur les comptes des habitants. Le problème, c'est que vous n'êtes pas sûr qu'ils vont dépenser localement. En fait, ils vont peut-être je sais pas, s'acheter des produits asiatiques et l'argent va en fait sortir non seulement de la collectivité, mais même sortir de France, quoi. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et la troisième voie, c'est de se dire, bon, on fait exprès de faire un système de paiement privatif où vraiment on va condamner cet argent qui est subventionné, on va le condamner à être dépensé dans ces commerces. Donc là-dessus, il y a un sujet. Nous, à date, ça m'intéresse beaucoup là, d'étudier ça par curiosité et puis même par intérêt. Je ne sais pas si Payntech est forcément la société la mieux placée voilà, les collectivités locales parce que c'est un monde qui est un peu différent. Mais pourquoi pas, voilà, c'est quelque chose qu'on étudie et qu'on ne s'interdit pas. On verra par la suite ce que ça donne. Merci en tout cas pour cette réflexion autour
de l'effet Thermony. Alors, est-ce que PayIntech, j'ai cru voir, hein, mais donc c'est toi qui vas nous confirmer, donc vous êtes présent à l'international dans plusieurs pays. Donc, du coup, vous proposez vos solutions à l'international. Quel est un peu le marché du cashless à l'international et comment vous travaillez sur ces marchés-là? Oui, alors en gros, à l'international, on avait essayé de s'implanter en direct de 2017 à 2019, on va dire. Donc, on avait ouvert un bureau en Espagne et un bureau en Asie Sud-Est. On s'est rendu compte que c'est énormément d'investissement, énormément de temps, de recrutement. Enfin, c'est assez compliqué. Ou alors, il faut être très, très bien financé. Et même en étant très bien financé, c'est peut-être toujours compliqué. Donc, on est passé sur un autre modèle depuis début 2019. En fait, on travaille en indirect, on travaille avec des value-added resellers. Donc, on en a 14 aujourd'hui. Ça peut être des sociétés qui sont, je sais pas, une société de billetterie en ligne et de contrôle d'accès qui est présente sur événementiel. Ça peut être une société de logiciels de caisse qui est présente dans les resorts. Ça peut être voilà, tout type d'éditeur logiciel ou de service. Et du coup, on bosse à l'international avec ce modèle indirect où en fait, ils packagent notre technologie dans leur offre. Et on a pas mal de. Alors, on avait une belle croissance jusqu'au Covid. Et du coup, depuis le Covid, on a des pays, par exemple, au Brésil, on a une société qui s'appelle Payon, qui fait en gros de la billetterie en ligne. Donc, ce serait un équivalent Digital ou France Billet pour la France. Euh, et pour eux, voilà, les derniers échanges qu'on a, c'est pas on pense que ça va redémarrer en septembre, c'est plutôt aujourd'hui au Brésil, il y a un mort par minute dû au Covid. Il y a une gestion qui est un peu exotique du président Bolsonaro. Donc, bon, après, il est président, il a ses raisons, mais je ne sais pas s'il fait tellement les bons choix. Je ne suis pas à sa place, et tant mieux. Mais du coup, lui nous dit, là, on est plutôt sur, on va fermer boutique pendant 9 à 12 mois. On va licencier tout le monde. Et du coup, on espère peut-être qu'à horizon fin 2021, 2022, il y a peut-être l'événementiel qui va reprendre. Voilà. On a pareil aux Philippines, on a un VAR qui est dans le tourisme. Lui, c'est un peu pareil. Donc, on se rend compte, nous, en fait, en France, bon, on a subi le confinement, on a subi finalement la crise économique, elle est encore là et la reprise, elle est pas tout de suite. Mais dans d'autres pays, ils ont fait le deuil, quoi. Pour eux, c'est pour dans 2 ans, quoi. Donc, finalement, on est peut-être pas trop mal. Nous, des discussions qu'on a avec nos partenaires, on se dit qu'on est peut-être pas trop mal. Moi, on a des choses qui reprennent, quoi. Eux, ils sont plutôt ils sont pas dans le creux, ils vont remonter, ils sont plutôt peut-être au milieu ou au début, quoi. Donc voilà, soyons heureux parfois d'être français. On n'est pas trop mal. Voilà, bien dit. Alors, donc, marque blanche à l'international, Hum. et puis donc une expérience dans plusieurs pays, dont l'Asie et puis bien d'autres. Je crois que vous avez sur le site web des indications quant à votre implantation à l'international. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a Brésil, Côte d'Ivoire, Sénégal, Philippines, Qatar, Polynésie, Guyane, Italie. Voilà, j'en oublie peut-être d'autres. Merci Bertrand. Alors, pour un peu finir, il me reste deux questions, hein. Je laisserai la main ensuite aux participants de poser leurs questions via le QNR qui se trouve donc au niveau de la barre de Zoom. Finalement, qu'est-ce qu'apporte la solution cashless PayIntech pour l'utilisateur final? On est quand même en train de travailler beaucoup dans le monde des paiements, dans l'écosystème des paiements autour du frictionless. On veut simplifier le parcours utilisateur. Et qu'est-ce que cela apporte concrètement pour le commerçant dans ce contexte de reprise d'activité et parfois même de tenter de sauver des meubles, hein. Ouais, exactement, ouais. Mais pour le commerçant, donc pour nous, le client B2B, c'est lui en gros qu'on doit convaincre, puisque généralement, quand vous allez dans un camping qui est cashless ou un parc qui est cashless, il y a la plupart du temps, en fait, le moyen de paiement est imposé, ou il y a certains points où vous pouvez quand même payer par carte bancaire, mais si c'est au-dessus d'un certain seuil, mais sinon, du coup, le système est imposé. Alors pour le commerçant, comme je disais, le premier argument, c'est développer ses ventes sur place. Dans les secteurs où on est, en fait, il faut savoir, par exemple, sur le tourisme, si vous êtes gérant de camping, quand vous vendez un bungalow à, je sais pas, 600 ou 700 euros la semaine, vous faites très peu de marge dessus parce qu'en fait, il y a eu énormément de. Vous avez dû. Vous ne l'avez pas vendu vous-même, vous avez dû passer par un intermédiaire, je sais pas, un booking ou autre, vous avez dû
au niveau du prix, vous avez des concurrences avec, plein de concurrences avec les campings d'à côté et autres. Donc, en fait, quand vous vendez la partie hébergement dans le tourisme, elle est assez peu margée. À l'inverse, si vous arrivez à avoir un client qui vient sur place et qui chaque jour vous prend, je sais pas, 5 ricards, 3 hot dogs, 4 sirops de grenadine et 5 crêpes, là, du coup, sur ces produits, en fait, la marge, elle est plutôt à 90 ou 95%. Donc, en fait, tout l'intérêt, c'est de se dire, bah, en fait, c'est au niveau de la dépense sur place qu'il y a peut-être une marge à faire. Et du coup, c'est peut-être grâce à ça que nos clients vont pouvoir aller vers un équilibre ou peut-être même être, j'espère pour eux, bénéficiaires en 2020. Et donc voilà, c'est vraiment le principal argument, c'est de dire, en fait, vous avez des clients qui ils viennent chez vous. C'est dommage si en fait ils dépensent leur argent ailleurs. Il faut mieux je sais pas, qu'ils dépensent de l'argent à votre supérette qu'ils prennent leur voiture pour aller chez Carrefour. Il faut mieux qu'ils aillent dans le bar de votre piscine plutôt qu'ils aillent dans celui qui est dans la ville d'à côté. Donc ça, c'est vraiment pour la partie commerçant. Pour la partie utilisateur, comme je disais, le système, il est imposé, mais ça ne veut pas dire que on est obligé de le prendre en considération parce qu'en fait, c'est l'utilisateur qui choisit la fin. Si en fait tous les utilisateurs disaient, moi en gros, le système il est tellement chiant pour moi que bah, c'est un fardeau, ça ne marcherait pas. Il faut plutôt qu'ils se disent, ok, bah, on m'impose quelque chose, mais en fait c'est plutôt pas mal. Finalement, je me balade en maillot de bain, j'ai juste mon petit bracelet autour du poignet, c'est rapide, c'est plutôt sécurisé. Ça me permet de, je sais pas, donner de l'argent de poche à mes enfants. Ça me permet d'être dans une ambiance vacances où, je sais pas, je vois pas tout le temps le logo de ma carte bancaire en pensant à mon banquier qui va m'appeler pour mon découvert lundi prochain, ce genre de choses. Ça donne en fait, je dirais que dans la vraie vie, on s'habille de manière différente, on se comporte de manière différente, on paye de manière différente. Bah, quand on est dans un environnement de loisirs ou de tourisme, on a une autre façon de payer, ce qui est assez logique. Sachant que nous, quand je dis une autre façon de payer, c'est on n'est pas dans un système complètement parallèle ou une révolution. C'est un moment, l'utilisateur, il a bien chargé son compte, soit en espèces, soit en carte bancaire, en ligne ou sur place. On n'a pas réinventé on réinvente pas la roue, on réinvente quelque chose qui a vraiment de la valeur et de l'intérêt pour les marchés qu'on adresse. Merci Bertrand. Dernière question me concernant. Alors, quelles sont les innovations digitales dans le domaine du loisir et du tourisme que l'on verra naître après la pandémie? Ouais, alors du coup, effectivement, il y a une effervescence qui est assez intéressante. Là, on a beaucoup parlé de la partie point de vente. Il y a d'autres points où les gestes barrières sont très importants. Il y a le point d'entrée au sens large. Donc, ça commence au parking et puis ça va jusqu'à l'entrée dans une enceinte. Donc, ça peut être un stade, un camping ou un parc. Où là, on va avoir pas mal de sujets. Il y a un très bon article dans Les Échos qui parle notamment du parc Astérix et d'autres parcs d'attractions. Du coup, pour venir dans un parc, maintenant, il faudra du coup spécifier une heure d'arrivée. Vous arrivez sur le parking, on vous dira, OK, vous allez côté nord-ouest, vous allez côté sud-est. En fait, il faudra distribuer du coup les différentes voitures. Alors, l'innovation, elle est super parce que c'est anti-Covid, mais on pourrait se dire, tiens, quand on va au parc d'attractions avec nos enfants, c'est quand même vraiment chiant du coup, de faire la queue à tout niveau. Donc, du coup, ça va être super pour l'utilisateur en fait, de profiter. Alors là, j'ai parlé du parking, mais ça va être pareil au niveau de l'entrée. Ça va être pareil également au niveau des attractions. C'est-à-dire qu'avant, en fait, le fast-pass était une option qui était payante. Maintenant, je pense qu'en fait, ça va devenir une normalité. C'est-à-dire que tout le monde devra choisir, en fait, avant d'y aller, il faudra organiser un petit peu sa journée. Bon, bah, ça, c'est l'inconvénient. Le gros avantage, c'est que du coup, il y aura plus de file d'attente. En fait, si vous avez décidé à 14h55 d'aller à telle attraction, ça fonctionnera comme ça. Donc voilà, c'est toutes ces innovations de gestion de file d'attente, de queue, de distribution qui vont émerger. Je pense qu'il y en aura une partie où il y aura besoin peut-être d'un peu alors sans aller jusqu'à de l'intelligence artificielle, mais un peu d'algorithmique et un peu d'utilisation des datas des années précédentes, quelques modèles prédictifs. Donc il y aura des choses super intéressantes. Et puis ça sera tout bénéf pour l'utilisateur, l'utilisateur ou le consommateur. Donc nous, quand on va au parc, au stade ou autre, puisqu'en fait, on va gagner un temps précieux sur les files d'attente auxquelles on était confrontés auparavant. Donc c'est plutôt quelque chose de très intéressant. On va allier en fait sécurité sanitaire et puis expérience utilisateur. C'est plutôt malin. Donc, on va dire que quelque part, cette crise-là va permettre aussi de se réinventer comme toute crise. Euh, D'accord. Ouais, je pense que en fait, on va devoir
pourra être rassemblé, il y aura pas de, enfin, on ne peut pas faire autrement. De toute façon, je pense qu'un être humain a besoin de contact social. Par contre, les moments où on est rassemblé, où il n'y avait pas d'utilité, faire la queue à l'entrée, faire la queue dans une traction, ou je sais pas, même au stade, je vais voir tous les matchs du club de rugby de Perpignan, c'est qu'au lieu qu'on arrive tous, par exemple, à 20h45, on pourrait se dire, bah, tiens, en fait, ça coûte rien. Certains arrivent à 20h, d'autres à 19h30. C'est plutôt sympa de boire une bière avant un match et puis du coup de ne pas être dans la cohue. Et peut-être qu'on va avoir nous-mêmes aussi en tant que consommateurs voilà, un peu plus de réflexion sur le temps. Peut-être qu'au lieu d'arriver tous en même temps et de faire quand même la queue, on pourrait se dire bah, on arrive plus tôt, on arrive plus tard, mais du coup, tout ça va s'organiser. Je pense qu'il y aura besoin quand même un peu de technologie pour organiser tout ça. Et donc, si je résume en fin de compte, l'innovation technologique peut être un atout majeur pour reconstruire la confiance et aussi pour permettre cette reprise économique. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que alors, je pense que ça sera les solutions innovantes et technologiques qui ont une réelle utilité. Avec des bénéfices concrets, soit au niveau sanitaire, mais aussi au niveau économique. Après, je suis plus pessimiste sur, euh, là, dans les mois qui vont venir et les années qui vont venir, je pense que ça sera plus compliqué pour un entrepreneur de monter un service innovant qui a pas d'impact direct. Je pense que les acteurs enfin, aujourd'hui, n'importe quelle entité se dit plutôt bah, je resserre mes budgets, je verrouille tous mes investissements. Si j'investis pour quelque chose, c'est que j'y vois vraiment une utilité économique ou une utilité sanitaire. Donc voilà, il y aura c'est intéressant pour les boîtes innovantes, start-up, PME et grands groupes qui du coup sont sur des sujets vraiment utiles, pertinents, impactants. Je pense que ça sera beaucoup plus difficile pour des sujets un peu plus nice to have et un peu plus, voilà, un peu moins impactants directement. Merci Bertrand pour ton éclairage. Et vraiment une dernière question avant de te poser les questions de nos participants. Euh, Quel conseil tu donnerais à tes clients qui sont dans ce secteur-là, tourisme, loisirs, le sport, l'événementiel, là en ce moment, pour les accompagner à reprendre leur activité? Ouais, bah moi je pense que je leur conseillerais de tout miser de tout miser sur les dépenses sur place, en partant du principe que les Français ils ont mis un peu d'argent de côté. À côté, il y a plein d'autres. Ça va être dur pour tout le monde. Il y aura moins de budget, moins de subventions, moins de plein de choses. Et donc du coup, ça sera plutôt aux Français de reconsommer. Et bah, c'est à eux voilà, d'essayer au maximum de remanger des hot dogs, reboire des bières, refaire la fête et tout ça dans un schéma de distanciation. Mais je pense que il y a un moment pour en tout cas nous, pour nos secteurs, voilà, les secteurs qu'on équipe, je pense qu'ils pourront sauver leur saison si du coup ils arrivent au moment où l'utilisateur et le consommateur est sur place, ils arrivent à lui faire dépenser un peu plus que ce qui comptait, quoi. Ce qu'il n'a pas dépensé finalement au printemps, si je peux le dépenser maintenant, ça permettrait normalement au niveau macroéconomique de rééquilibrer les choses. Donc voilà, dépenser. Merci Bertrand. Donc j'ai des questions de nos participants. Je commence par les questions anonymes. Première question, avez-vous pensé à une solution interopérable, un bracelet qui fonctionnerait dans X établissements? Oui, alors du coup, euh, c'est évidemment un sujet qui serait pour le coup très intéressant pour l'utilisateur, puisque on n'aurait plus les enjeux il n'y aurait plus les enjeux de j'ai chargé de l'argent et je dois absolument le dépenser en un seul point. J'ai pas besoin de me faire rembourser à la fin puisque je sais que je peux l'utiliser ailleurs. Le simple sujet que cela pose, c'est en gros, pour faire ça, il faudrait que Payintech devienne en fait voilà, une marque un peu plus développée et dise en fait, c'est plus le bracelet du camping des Flots Bleus à Palavas, en fait, c'est un bracelet Payintech. Donc, c'est une stratégie qui peut fonctionner, mais il faut s'y mettre à 100%. Donc, c'est pas dit que dans les, euh, dans la période qui vient, peut-être que voilà, il faut rien se refuser. Peut-être que ça arrivera. En tout cas, jusqu'à présent, nous on a commencé vraiment en étant purement B2B, parce que voilà, il fallait on avait choisi cette stratégie. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais peut-être que c'est pas dit que ça ne nous arrivera pas sous peu ou à moyen terme ou à long terme. Je sais pas encore.
D'accord, merci Bertrand. Deuxième question anonyme. Rechargement du compte cashless par carte bancaire en liquide. Existe-t-il d'autres moyens, en cours ou à venir, qui permettraient de recharger ce compte? Merci. Ouais, alors en fait, les moyens de chargement, nous, on est assez agnostique là-dessus. En fait, ici, là, j'ai pris l'exemple de l'espèce et de la carte bancaire, mais ça peut être du chèque, ça peut être tout type de moyen de paiement. On a des déploiements en Afrique où là, les gens ils rechargent via Orange Money. Donc, en gros, on a fait un petit développement avec Orange, en fait, pour alimenter du coup le compte cashless. Les gens chargent avec Orange Money. Et puis, suivant les typologies de pays, ça pourrait être n'importe quel moyen de paiement universel qui peut charger un moyen de paiement privatif. Très bien, merci pour cette réponse. Une question de William Martin. Bonjour William d'ailleurs. Est-ce Bonjour que, William. est-ce que votre solution cashless intègre une offre dynamique combinant du cashback, de la remise, des privilèges Gold, Platinum, etc. Alors, on n'a pas tout ça. Ce qu'on a, c'est on a des mécanismes dynamiques qui peuvent permettre je sais pas, je vais acheter par exemple 3 bières à 3,50 €. En fait, la quatrième, du coup, va être à 2,50 €. On a pas mal développé ces sujets en 2017-2018. On avait pas mal de demandes clients et en fait, à un moment, on a stoppé ces fonctionnalités. Alors, on a laissé des fonctionnalités de base, mais on n'est pas allé plus loin sur le cashback et autres parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, nos clients, ils ont beaucoup d'envie au départ au niveau théorique et après, quand ils sont finalement en exploitation, enfin, ils peuvent pas se faire trop de au cerveau. Il faut qu'ils fassent des choses simples, quoi. Et les choses simples, c'est si vous chargez 30 €, vous avez 35, donc 30 € d'unité de consommation avec contrepartie financière et 5 € de crédit gratuit, on va appeler ça. Ou alors vous achetez 3 bières, vous en avez une quatrième. Après, sur nos métiers, je pense que si on allait plus loin, en fait, on proposerait quelque chose, peut-être une usine à gaz un peu trop complexe. Donc pour l'instant, c'est limité à ces deux choses. Vous pouvez charger, avoir une remise, ou à partir d'un certain niveau de consommation, vous pouvez faire autre chose. Mais je rajoute que comme notre système est complètement ouvert, en fait, on a des clients du coup qui ils récupèrent via notre API les dépenses de consommation de l'utilisateur. Ils les intègrent dans leur CRM, ils les moulinent avec d'autres données. Je sais pas, si moi, par exemple, j'ai pris 3 bières et que j'ai liké 3 posts Facebook et que je sais pas, je suis un utilisateur depuis 3 ans, je pourrais par exemple profiter alors soit d'une dépense sur place, soit d'un bon d'achat sur la boutique en ligne. Enfin, voilà. C'est à eux un peu à nos clients d'imaginer ils sont meilleurs que nous d'ailleurs là-dedans sur c'est leur politique marketing et leurs utilisateurs. Voilà, William, en gros. Merci. Une dernière question avec un commentaire de Maurice Blanchard, président de l'Association du paiement. Bonjour Maurice. Merci pour cette intervention et la clarté des explications. Alors, respect des gestes barrières, facilité d'utilisation. La solution devrait être remboursée par la sécurité sociale, non? Ouais, non, on pourrait imaginer on pourrait imaginer, je pense que si on fait le calcul économique de quelqu'un qui attrape le Covid, qui du coup doit être emmené aux urgences, intubé et autres, versus ce que ça coûte de payer avec un bracelet, je pense qu'on est assez rentable. Ouais. Donc, mais bon, il faudra pour ça que juste de mes capacités de lobby, et si Maurice, tu as des contacts au placé au ministère de la Santé ou autre, je suis bien d'accord. Mais non, plus sérieusement, je pense par exemple pour là je me mets à la place d'un chef d'entreprise client dans les secteurs où on est, je pense que entre avoir un salarié qui a attrapé le Covid sur son lieu de travail et peu importe ce qui lui arrive, c'est grave ou pas, je pense que ça doit être très compliqué, enfin ça doit être très cher au niveau prud'homme versus mettre en place des gestes barrières. Et très cher aussi au niveau, pas que penser au niveau prud'homme, mais même il commence à y avoir quand même de plus en plus de contrôle sur est-ce que les gestes barrières sont bien respectés, est-ce que les gens portent bien les masques et autres. Et oui, en tant que chef d'entreprise, je pense qu'on a tout intérêt à mettre en place le maximum de gestes barrières plutôt que au-delà du côté humain qui est finalement évidemment affectant, mais là je parle juste en gestionnaire économique, c'est quand même plus rentable de mettre en place des gestes barrières plutôt que de payer des amendes ou des prud'hommes ou autres si on les a mal faits, si un salarié attrape le Covid par notre faute. Très bien. Merci Bertrand. Nous arrivons en fin de chronique.
Pour résumer, donc Payntech qui donc se charge de la gestion du point de vente avec des technologies cashless, des secteurs comme le tourisme, le loisir, l'événementiel et le monde du sport. Vous avez créé une offre solidarité reprise pour accompagner les campings, les centres de vacances là pour la reprise de cet été qui arrive, c'est imminent, hein, les vacances scolaires c'est pour bientôt. Et puis, vous êtes donc dans des prospectives donc, de solutions innovantes avec des premières pistes autour de l'hélicoptère-money, des pistes aussi dans le monde du loisir avec ce que tu nous as évoqué dans les parcs, avec une vraie vision et un vrai leadership d'un CEO. Hein, donc vous projetez sur les solutions qu'il va y avoir dans l'avenir. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une chronique numéro 6. La semaine prochaine, on recevra Benoît Winas et on parlera, toujours dans la continuité, des expériences de paiement innovantes, des parcours clients simplifiés et de l'authentification déléguée pour accélérer le shopping 100% frictionless. Merci encore à toi Bertrand de ta disponibilité et de toutes ces explications. Merci Sophia pour cette très bonne organisation et puis merci à nos participants aux questions pertinentes. C'était en tout cas un plaisir et puis j'espère qu'on se reverra bientôt à une prochaine assemblée générale ou un prochain événement association du paiement avec des gestes barrières évidemment. Absolument. Et je remercie aussi, j'en profite pour remercier les nombreux participants. Certains sont très fidèles et ils sont là depuis le début des chroniques. Pour les autres, n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn Association du paiement. Vous y retrouverez l'ensemble de nos chroniques qui seront donc disponibles jusqu'en juillet. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous et merci encore Bertrand. Allez, merci encore Sophia. Merci à tous. Très bonne soirée, à bientôt. Merci.